Je m'appelle Amélie et à 38 ans, pendant nos vacances en famille, ma fille de 14 ans, Chloé, s'est effondrée et a été transportée d'urgence à l'hôpital. Mes parents et ma sœur ont posté, enfin tranquille sans la pathétique comédienne. Je n'ai pas crié, j'ai agi. Quand ils sont rentrés à la maison, ils ont trouvé ceci sur la table de leur cuisine et ont commencé à hurler. Si vous vous êtes déjà senti trahi par les personnes qui auraient dû être vos plus grands soutiens, dites-moi d'où vous regardez. On dirait le début d'un mauvais feuilleton, n'est-ce pas? Malheureusement, c'était juste un mardi ordinaire avec ma famille. Si vous vous êtes déjà demandé ce que c'est que de partir en vacances avec des gens qui traitent la cruauté comme un sport d'équipe, attachez vos ceintures. Nous faisons ces voyages en famille chaque année. Une tradition, comme disent mes parents. Personnellement, j'appelle ça du masochisme. Mais ma fille était excitée pour celui-ci. C'était une destination où elle suppliait d'aller depuis des lustres, dans le sud de la France. Elle comptait pratiquement les jours. Et même si je redoutais ce cirque, j'ai cédé. C'est ça, être mère célibataire. Parfois, on entre dans la fosse aux lions juste pour offrir un souvenir heureux à son enfant. Alors nous y étions. Moi, ma fille Chloé, mes parents, ma sœur Sophie, son mari, et leurs 2 enfants. Ça a l'air sain, mais l'image d'Épinal s'arrête à la brochure. Derrière les sourires, c'est chacun pour soi, avec mes parents agissant comme des arbitres qui ont déjà choisi leur équipe favorite. Spoiler, ce n'est jamais la mienne. Premier jour, au petit déjeuner, ma fille dit qu'elle a mal au ventre. Rien de dramatique, juste un « Maman, j'ai mal au ventre », dit à voix basse. Avant que je puisse répondre, ma mère fond sur nous. Oh, s'il te plaît, ne commence pas déjà ta comédie. On vient à peine d'arriver. Ma sœur ricane. Elle essaie probablement juste d'éviter la randonnée, paresseuse comme toujours. Et les cousins, sentant le sang, interviennent comme un chœur grec, comédienne, comédienne. Honnêtement, c'est comme s'ils attendaient ça. Une seule petite faiblesse et c'est soudain la soirée jeu en famille. J'ai essayé de la réconforter, mais j'avoue qu'une partie de moi voulait croire que ce n'était rien. Plus facile de l'ignorer que de commencer une dispute avec mes parents avant midi le premier jour. À la mi-journée, la douleur était pire. Elle était pâle, se tenait le ventre, marchant lentement derrière le groupe. N'en rajoute pas, a aboyé mon père quand elle a demandé à s'asseoir 1 minute. Elle a toujours été comme ça, a marmonné ma mère en s'assurant que je l'entende. Elle fait tout un drame pour rien. Ma sœur a levé les yeux au ciel si fort que j'ai cru qu'ils allaient rester coincés. Pendant ce temps, ma fille restait silencieuse. Elle déteste attirer l'attention, ce qui est ironique car ils pensent tous qu'elle ne vit que pour ça. Elle essayait de suivre, probablement désespérée de ne pas être à nouveau la cible de moqueries. Ça m'a un peu brisé le cœur, de la voir essayer de minimiser sa douleur pour que ces gens ne se moquent pas d'elle. C'est ce que fait cette famille. Transformer la souffrance en divertissement. Au dîner, elle mangeait à peine. Elle était assise, les larmes aux yeux, pendant que tout le monde trinquait et riait. Ma sœur s'est penchée vers son mari, lui a chuchoté quelque chose et leurs 2 enfants ont ricané en regardant ma fille. J'ai demandé ce qui était si drôle. Ils ont souri d'un air suffisant. Rien, n'est-ce pas? Rien. Et puis c'est arrivé. Elle s'est levée, peut-être pour aller aux toilettes, et s'est juste écroulée comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. Un instant elle était debout. L'instant d'après, elle était par terre, se tordant de douleur en se tenant le ventre. Pendant une fraction de seconde, la table est devenue silencieuse. Puis ma mère a brisé le silence. Oh, pour l'amour du ciel. Comme si l'effondrement de ma fille n'était qu'une autre de ces scènes. J'ai perdu mon sang-froid. J'ai attrapé ma fille, j'ai crié à l'aide, et nous l'avons emmenée d'urgence à l'hôpital. Cette nuit-là fut un brouillard. Des murs blancs, des lumières crues, des médecins posant des questions, des infirmières s'agitant. Ma fille recroquevillée sur le lit, en pleine agonie. Moi, assise là, essayant de ne pas pleurer. Je ne savais pas ce qui se passait. Appendicite, intoxication alimentaire, quelque chose de pire. Mon esprit s'est aventuré dans des zones sombres. Tout ce que je savais, c'est que mon bébé souffrait et que je ne pouvais rien y faire.
J'ai envoyé un SMS à ma famille pour leur dire que nous étions à l'hôpital. Pas de réponse. Les heures s'écoulaient. Examen après examen. Moi, faisant les 100 pas, lui tenant la main, lui disant que tout irait bien. Même si je n'en savais rien. À un moment donné, désespéré de me distraire, j'ai regardé mon téléphone. Et c'est là que je l'ai vu. Une photo postée 1 heure plus tôt. Mes parents, ma sœur et les cousins, souriant au bord de la piscine, un verre de rosé à la main. La légende, enfin tranquille sans la pathétique comédienne. Je me suis figée. Ma fille était sur un lit d'hôpital, pleurant de douleur, et ils étaient là-bas à célébrer, à poster des selfies, à se moquer d'elle, de nous. J'ai fixé cette photo jusqu'à ce que mes mains se mettent à trembler. Je voulais hurler, jeter le téléphone à travers la pièce, retourner à cet hôtel et les traîner tous ici pour leur montrer ce qu'était un vrai drame. Mais je ne l'ai pas fait, parce qu'à cet instant, quelque chose en moi s'est brisé. Les années à être ignorée, à m'entendre dire que j'étais la déception, à les voir jouer les favoris et me rabaisser, et maintenant ma fille. Tout est devenu clair. Et j'ai su que c'était la ligne à ne pas franchir. Il l'avait franchie, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. J'étais assise là, au chevet de ma fille à l'hôpital, pendant que les gens qui auraient dû se soucier le plus trinquaient sans nous. Et au lieu de crier, j'ai pris une décision. Il n'allait pas s'en tirer comme ça. Si vous voulez comprendre comment mes parents pouvaient s'asseoir au bord d'une piscine et trinquer pendant que ma fille était sur un lit d'hôpital, il faut remonter le temps. Je ne suis pas tombée par hasard dans une famille toxique. J'y ai été élevée, comme dans une expérience de laboratoire. Dès le premier jour, il était évident qui était la favorite. Ma sœur, Sophie, de 2 ans mon aînée, parfaite sur le papier, parfaite à leurs yeux. L'enfant en or qui scintillait même en éternuant. Et moi, j'étais le groupe témoin, la déception. Ils n'ont jamais prononcé ces mots à voix haute. Tu es la déception. Mais ils n'en avaient pas besoin. C'était dans la façon dont la voix de ma mère se tendait chaque fois que j'ouvrais la bouche. La façon dont mon père soupirait quand j'essayais quelque chose sans exceller. La façon dont les professeurs au collège me comparaient à ma sœur et mes parents hochaient simplement la tête comme pour dire « oui, exactement ». Pourquoi ne peut-elle pas être comme ça? Imaginez grandir avec un miroir qui ne vous montre que ce que vous n'êtes pas. C'était mon enfance. Quand j'étais petite, j'ai essayé. Mon Dieu, comme j'ai essayé. J'étudiais plus dur. Je m'habillais plus soigneusement. Je m'entraînais même à sourire dans le miroir parce que le sourire de ma sœur semblait tout lui obtenir. Je pensais que si je pouvais juste l'imiter, peut-être que j'obtiendrais une fraction de ce qu'elle avait. Spoiler, ça n'a pas marché. Au contraire, plus j'essayais, plus il devenait évident que je n'étais pas elle. Et dans ma famille, ne pas être elle équivalait à un échec. C'est drôle, les enfants croient ce qu'on leur donne à manger. J'ai grandi en avalant la déception 3 fois par jour jusqu'à ce que je pense que cela faisait partie de mon ADN. Si mes parents m'avaient donné un diplôme attestant de mon échec certifié, je l'aurais encadré. Au moment de mon adolescence, ce sentiment d'inutilité s'était calcifié. Alors, quand je suis tombée amoureuse d'un garçon qui me traitait comme une moins que rien, bien sûr que je l'ai fait. Il n'était pas bon pour moi, mais au moins il me remarquait. Au moins, quand il me regardait, je n'étais pas invisible. C'était suffisant, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. La différence? Elle avait une bague. Moi, non. Quand j'ai annoncé ma grossesse à mes parents, le visage de ma mère avait l'air d'avoir mordu dans un citron. Mon père ne m'a même pas regardé, il a juste marmonné, ça ne m'étonne pas, ma sœur, la reine de l'empathie, a souri d'un air narquois et a dit, eh bien, au moins maintenant tu as un but dans la vie. Je pensais qu'être enceinte pourrait me rendre importante. Au lieu de cela, ça a juste fait de moi leur exemple à ne pas suivre. Le père du bébé était un miroir toxique de mes parents, manipulateur, cruel, impossible à satisfaire. Je suppose que nous gravitons vers ce que nous connaissons. Ça a duré environ 5 minutes avant d'imploser. Et quand il est parti, j'ai été soulagée. Terrifiée, mais soulagée. Et pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti quelque chose comme de la fierté. Pas pour moi, mais pour elle, ma fille.
Elle était minuscule, sans défense et avait besoin de moi. Et cela signifiait que j'avais de l'importance, même si ce n'était que pour elle. Bien sûr, mes parents ont aussi utilisé cela comme une arme. Mère célibataire, honteux, elle n'arrivera à rien. Ma sœur me regardait comme si j'étais le rappel vivant de ce qu'il ne fallait pas être. Mais voici le clou du spectacle. La maison où nous vivions, ce n'était pas la leur. C'était celle de ma grand-mère. Ma grand-mère était la seule personne dans cette famille qui m'ait jamais regardée et m'ait vue. Pas la copie ratée de ma sœur, pas la déception, juste moi. Elle était âgée à l'époque, fragile, mais vive d'esprit. Je l'aidais à la maison, je prenais soin d'elle, et elle aimait mon bébé avec une férocité que je n'avais jamais vue auparavant. La façon dont elle la berçait, lui chuchotait des mots doux, rayonnait en la regardant comme si elle était la lumière du soleil. Je les regardais souvent ensemble et je sentais une douleur dans ma poitrine. Comme si je me disais, alors c'est à ça que l'amour est censé ressembler. Puis ma grand-mère est décédée et tout a basculé. Tout le monde supposait que la maison reviendrait à ma mère. Après tout, elle était la fille. Mon père parlait de notre maison comme si leur nom était déjà sur l'acte de propriété. Ma sœur avait commencé à la redécorer dans sa tête avant même que le testament ne soit lu. Mais ma grand-mère n'était pas stupide. Elle les voyait. Elle les connaissait. Et peut-être savait-elle que si elle laissait la maison à sa fille, je n'échapperais jamais à ce cycle. Alors elle a fait quelque chose que mes parents ne lui ont jamais pardonné. Elle a légué la maison à mon bébé. Pas à moi, à mon bébé, avec moi comme tutrice légale jusqu'à sa majorité. Quand je l'ai découvert, j'ai cru à une erreur. Qui lègue une propriété à un bambin? Mais je me suis souvenu de la façon dont ma grand-mère regardait ma fille, comme si elle valait la peine d'être protégée, comme si elle méritait mieux que le cirque dans lequel nous vivions. Et soudain, tout a pris son sens. Mes parents ont perdu la tête. Ma mère a hurlé à la trahison. Mon père a dit que ma grand-mère avait l'esprit confus à la fin. Ma sœur a chuchoté sur la culture et la tradition, comment la maison devrait naturellement revenir à la fille adulte, pas à un enfant. Ils ont tempêté comme s'ils étaient les victimes pendant que j'étais assise là avec un bambin sur les genoux et un morceau de papier entre les mains qui disait que légalement, cette maison n'était pas la leur. C'était la sienne, celle de ma fille. Mais voilà le problème. Quand vous avez passé toute votre vie à vous entendre dire que vous ne valez rien, vous ne vous réveillez pas le lendemain matin soudainement pleine de pouvoir. Je ne les ai pas mis dehors. Je ne leur ai pas jeté l'acte de propriété au visage. J'ai fait ce que j'avais toujours fait. J'ai fait profil bas. Je me suis dit, c'est juste une formalité. C'est toujours leur maison. Ne fais pas de vagues. Alors, nous sommes restés. Mes parents ont continué à la traiter comme la leur. Ils ont rempli les pièces de leurs règles, de leur voix, de leur jugement. J'ai élevé ma fille dans la même maison où j'avais été élevée comme une déception, en espérant que peut-être les choses seraient différentes cette fois. Elles ne l'ont pas été. Chaque fois que ma mère me grondait, chaque fois que mon père soupirait, chaque fois que ma sœur venait nous rendre visite avec sa vie parfaite et ses enfants parfaits, c'était le même refrain. Échec, échec, échec. Sauf que maintenant, j'avais quelqu'un qui me regardait absorber tout ça. Ma fille. C'était la partie qui m'empêchait de dormir la nuit. Pas la cruauté de mes parents. J'y étais habituée. Mais la pensée qu'elle pourrait grandir en pensant que ce traitement était normal. Qu'elle croirait, comme je l'avais cru autrefois, qu'elle était un fardeau. Et si vous vous êtes déjà demandé pourquoi j'ai craqué en voyant ce selfie au bord de la piscine, en les voyant se moquer d'elle alors qu'elle était à l'hôpital, c'est pour ça. Parce que ce n'était pas juste une légende. C'était une vie de cruauté maintenant dirigée contre la seule personne qui m'ait jamais donné l'impression d'exister. Quand le médecin est finalement rentré, j'ai cru que ma poitrine allait s'effondrer. Appendicite, a-t-il dit, aussi plat qu'un coup de marteau sur de l'acier, comme s'il me donnait l'heure. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas eu de péritonite. La mauvaise, c'est qu'il faut opérer immédiatement. Et le pire, c'est que j'étais seule dans cette chambre, seule avec ma peur, seule avec le silence des gens qui auraient dû être là. J'ai voulu leur envoyer un texto. Juste une ligne. Elle doit être opérée. Elle aurait pu mourir.
Mais je me suis retenue parce que je savais déjà comment ça se passerait. Au mieux, ma sœur enverrait un emoji qui lève les yeux au ciel. Au pire, il se moquerait encore de la comédienne. Alors je n'ai pas appelé. Et eux non plus, pas une seule fois. Ma fille était en préparation pour la chirurgie, et il barbotait toujours dans cette maudite piscine. L'opération s'est bien déroulée. Le chirurgien m'a dit qu'elle se remettrait bien, et j'ai failli m'effondrer moi-même. Je suis restée assise près de son lit après, la regardant respirer sous la fine couverture de l'hôpital, en pensant, c'est ça, être vraiment là pour quelqu'un. Et dans la même pensée, j'ai ajouté, mes parents ne l'ont jamais été. Ni pour moi, ni pour elle. Ils trinquaient pendant que je paniquais sur cette chaise. C'est là que j'ai eu un déclic. J'avais un moyen de pression. Un vrai levier juridique. La tutelle, la maison, la seule carte que ma grand-mère m'avait mise dans la main en mourant, et que j'avais eu trop peur, trop conditionnée pour la jouer. Plus maintenant. Pendant que ma fille dormait, j'ai appelé un avocat. Ma voix était stable. Trop stable, peut-être. Il a pris les détails, et au moment où nous avons quitté l'hôpital quelques jours plus tard, les papiers étaient prêts. Une mise en demeure de quitter les lieux sous 30 jours. Je ne l'ai pas glissé dans un tiroir. Je ne l'ai pas envoyé par la poste comme une facture. Non, je l'ai posé en plein milieu de la table de la cuisine. Je l'ai laissé là, comme un fil à haute tension. Et puis j'ai attendu. Les vacances se sont prolongées d'1 semaine. Chaque jour, il postait davantage. Plage, dîner, sourires assortis, moments en famille. Chaque légende semblait m'être destinée, à elle. Je suis restée silencieuse. Pour une fois, le silence était le mien. Et puis la porte d'entrée s'est ouverte, les valises ont été traînées sur le sol. Des rires ont résonné. Mes parents sont entrés les premiers, bronzés et suffisants, avec ma sœur juste derrière eux, son mari et ses enfants à la traîne. Ils se sont figés en me voyant assise à table, la lettre devant moi. La pièce est devenue silencieuse. Ma mère l'a prise la première, a parcouru les lignes et est devenue rouge. La mâchoire de mon père s'est serrée comme de la pierre. Le visage de ma sœur s'est tordu comme si elle avait avalé quelque chose d'amer. Puis les cris ont commencé. C'est notre maison, a hurlé ma mère en agitant le papier. Elle avait l'esprit confus quand elle a écrit ce testament, a aboyé mon père. Tu sais bien qu'elle était vieille. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Tu ne peux pas être sérieuse, a lâché ma sœur, la voix grimpant dans les aigus. C'est la famille. On ne met pas sa famille à la porte. Les cousins regardaient, les yeux écarquillés, comme s'ils étaient tombés sur une pièce de théâtre pour laquelle ils n'avaient pas auditionné. Je n'ai pas bougé. Mon amie était assise à côté de moi, sirotant son thé lentement, observant le cirque se dérouler. Ma mère a de nouveau claqué la lettre sur la table. Ingrate, a-t-elle craché. Après tout ce que nous avons fait pour toi, après l'avoir élevé, tu nous dois bien ça. Je l'ai regardée, calme comme la glace. Non, je ne vous dois rien. C'est la maison de ma fille. Vous avez un mois. On aurait dit que j'avais mis le feu à la maison. Mon père est devenu violet. Ma sœur s'est mise à déclamer sur la culture, la tradition, le respect. Ma mère a pleuré la trahison. Les cousins ont chuchoté à nouveau, comédienne, comme si ce mot pouvait annuler l'encre sur le papier. Je suis restée stable. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas cédé. Vous avez un mois, ai-je répété. Ils m'ont tout jeté à la figure. Supplication, menace, culpabilisation. Ma sœur s'est penchée sur la table, furieuse. Reprends-la, c'est tout. Déchire ce papier. Tu ne peux pas vraiment le penser. Si ça te tient tant à cœur, ai-je dit, héberge-les chez toi. Et ça l'a fait taire net. Ça a duré des heures. Accusation, porte qui claque, visage rouge, larmes qui semblaient répéter. Mon ami n'a pas quitté mon côté, pas une seule fois. À un moment, mon père s'est penché, la voix basse et venimeuse. Tu le regretteras. Tu es toujours le même échec que tu as toujours été. J'ai souri, un sourire fatigué et acéré. Peut-être, mais je suis l'échec qui vient de vous donner 30 jours pour trouver un nouvel endroit où vivre.
Ça l'a fait taire, lui aussi. À la fin de la soirée, le bruit s'était consumé. Mes parents se sont retirés dans leur chambre en marmonnant. Ma sœur a rassemblé ses enfants et est partie, fumant de rage. Je suis montée, j'ai bordé ma fille dans son lit, je lui ai embrassé le front. Elle a bougé, a murmuré mon nom, et j'ai senti le poids se déplacer. Pour la première fois depuis des années, le pouvoir était le mien. Il pensait posséder cette maison. Il pensait me posséder. Mais la mise en demeure était sur la table. Le compte à rebours était lancé et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Et je savais une chose en éteignant la lumière. Il n'allait pas accepter ça sans se battre. Vivre avec mes parents après leur avoir remis un avis d'expulsion, c'était comme dormir avec des serpents dans le lit et prétendre ne pas les entendre siffler. La lettre était sur la table. Le compte à rebours tournait. Mais il s'asseyait toujours à la cuisine chaque matin, faisant cliqueter les tasses et claquer les tiroirs comme si le bruit pouvait changer la loi. L'atmosphère était empoisonnée. Mon père lisant le journal avec des soupirs exagérés. Ma mère chuchotant, ingrate, juste assez fort pour que je l'entende. L'air dans cette maison avait un poids, m'oppressant, moi et ma fille, jusqu'à ce que même respirer ressemble à un acte de défi. Et ma fille, encore endolorie par son opération, devait passer devant leur regard noir pour aller à la salle de bain, 14 ans et se remettant d'une appendicite. Mais ils la regardaient comme si elle avait ruiné leur vie. Puis sont venues les publications sur les réseaux sociaux. Je ne les ai pas vues en premier. C'est ma cousine qui m'a envoyé des captures d'écran. Mes parents souriant tristement à côté de cartons de déménagement mis en scène près de la porte. Légende, mis à la porte par notre propre fille. Trahi. Devenu sans abri. Sans abri. Ils étaient assis dans ma cuisine quand ça a été publié. D'autres publications ont suivi. Mon père perché dans les escaliers avec un air tragique. Ma mère serrant un album photo comme une veuve dans un feuilleton. Les légendes s'écrivaient d'elles-mêmes. Nous lui avons tout donné. Elle ne nous a rien donné. Et les commentaires ont afflué. Tante, oncle, famille élargie, tous en rajoutant. Comment peut-elle faire ça, c'est une honte, ne sait-elle pas ce que signifie la famille? La famille, c'est ça. La même famille qui avait traité ma fille de comédienne pendant qu'elle se tordait de douleur. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Puis ma sœur est venue. Elle n'a pas débarqué en trombe cette fois. Elle a frappé, mais le regard sur son visage était tout aussi tranchant. Elle s'est assise en face de moi comme si elle était une avocate et que j'étais au tribunal. Tu ne peux pas vraiment le penser, a-t-elle dit. Tu as fait passer ton message. Arrête avant de tout détruire. J'ai remué mon thé. Tout est déjà détruit. Tu déchires la famille. J'ai ri, un rire sec, acerbe. Non, je refuse enfin de les laisser me déchirer. Sa bouche s'est ouverte, s'est fermée, s'est rouverte. Finalement, elle a dit, tu vas le regretter. Probablement, ai-je dit. Mais je regretterai bien plus de rester. Elle est partie dans un nuage de parfum et d'indignation, et pour une fois, je ne me suis pas sentie petite quand la porte a claqué. Pendant ce temps, les publications continuaient de se multiplier. Mes parents avaient transformé la maison en scène de théâtre, jouant les victimes pour quiconque voulait bien regarder. Et ça marchait, du moins jusqu'à ce que je décide de parler. Je ne poste pas beaucoup. Je n'aime pas ça. Mais le silence a ses limites. J'ai pris leur selfie au bord de la piscine, celui où ils trinquaient à leur tranquillité sans la pathétique comédienne, et je l'ai mis à côté de leurs photos de victimes sans abri. Puis j'ai écrit, pendant ses vacances en famille, ma fille de 14 ans s'est effondrée et a été transportée d'urgence à l'hôpital. On lui a diagnostiqué une appendicite. Cela aurait pu être mortel. Pas une seule fois mes parents ou ma sœur n'ont demandé de ses nouvelles. Pas une seule fois ils ne sont venus la voir. À la place, ils ont posté cette photo, se moquant d'elle en la traitant de comédienne. Cette maison appartient à ma fille, par le testament de ma grand-mère. J'en suis la tutrice. Je ne permettrai pas à des gens qui se sont moqués de sa douleur de continuer à vivre sous son toit. Voilà la vérité. Et j'ai cliqué sur « Publier ». L'effet a été immédiat.
Le bourdonnement de mon téléphone s'est arrêté. Les commentaires se sont taris. Les membres de la famille qui avaient crié le plus fort n'avaient soudain plus rien à dire. Le silence qui a suivi n'était pas lourd cette fois. Il était propre. Mes parents n'ont plus rien posté. Les jours se sont traînés, tendus et amers, mais plus calmes. Les portes de placard claquaient toujours. Des murmures flottaient encore. Mais la performance était terminée. Ils le savaient. À la fin des 30 jours, ils ont fait leur carton et sont partis. Pas de discours, pas de publication, juste des boîtes dans une voiture et une porte qui s'est refermée derrière eux. J'ai traversé la maison après leur départ. Les pièces semblaient étranges sans leur bruit, comme si les murs expiraient pour la première fois. En haut, ma fille était allongée sur son lit, un carnet de croquis sur les genoux. Elle a levé les yeux quand j'ai ouvert la porte. « Ils sont vraiment partis ?» a-t-elle demandé. « Oui », ai-je dit. « Ils sont partis. » Elle a souri, un sourire fatigué, mais sincère. On sent déjà la différence. Et c'était vrai. Pour la première fois, la maison n'était pas la leur. Elle n'était même pas la mienne. C'était la sienne, et elle était enfin libre. Après leur déménagement, ils n'ont pas exactement rebondi. Ils ont traîné leur carton chez ma sœur, se sont entassés avec elle, son mari et les cousins de ma fille. D'après ce que j'ai entendu, c'était le chaos dès le premier jour. Trop de monde, pas assez d'espace, et son mari n'était pas ravi d'hériter soudainement de ses beaux-parents. Les fissures n'ont pas tardé à apparaître. Disputes, portes qui claquent, commentaires désobligeants. Quelques mois plus tard, ma sœur en a finalement eu assez et les a mis dehors, eux aussi. Et avec ça, ce qui restait de leur relation est parti en fumée. Maintenant, aux dernières nouvelles, ils louent un petit F2 bon marché en lointaine banlieue. Bien loin de la maison qu'ils pensaient autrefois leur appartenir. Et moi, depuis leur départ, la vie a changé du jour au lendemain. La maison est paisible. Ma fille a l'espace pour guérir, pour rire, pour simplement être une adolescente sans qu'on se moque d'elle. J'ai même commencé à louer l'une des chambres d'amis, ce qui m'a permis de réduire mes heures de travail et de passer réellement les soirées avec elle. Pour la première fois depuis des années, nous ne survivons pas seulement, nous vivons. Je n'ai pas parlé au reste d'entre eux, et je n'ai pas l'intention de le faire. J'entends juste les nouvelles par des parents éloignés et des publications occasionnelles sur les réseaux sociaux. Alors, dites-moi, pensez-vous que je suis allé trop loin ou pas assez ? Dites-le moi dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner.